Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et c'est la suite de nos petits de l'actu avec un livre manifeste, coup de gueule, au titre fort, mais à l'image de cette réalité. Les indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République, c'est aux éditions Michelon et c'est signé Françoise Laborde, journaliste, et Michel Créoff, inspectrice à l'aide sociale à l'enfance. Bonjour à toutes deux. L'une est en Zoom et l'autre est en studio. Bonjour à vous deux. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour effectivement parler de ce livre. Alors de constats mais aussi de solutions face au drame des enfants maltraités, un sujet de plus en plus présent dans l'actualité, dans les médias aussi, même si on a peut-être du retard. Vous pensez, Françoise Laborde, qu'il y a encore un déni à ce sujet, que la France n'aime pas les enfants? C'est ce que vous écrivez notamment. Ah oui, mais Michel et moi, nous en sommes intimement persuadés. La France est aveugle, la France est sourde, la France ne veut pas voir le malheur des enfants. Les chiffres que nous donnons et qui font froid dans le dos, c'est quand même 2 enfants tués par semaine dans leur famille, un viol de mineurs toutes les heures, et 81 000 enfants maltraités par an. Donc on est là dans une situation gravissime. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au fond, et c'est très bien, quand on a des personnalités qui parlent de leur vécu d'enfant, comme on a connu avec Vanessa Springora quand elle parle de Matzneff, ou Camille Kouchner quand elle parle de Duhamel, tout le monde subitement se dit « Mon Dieu, c'est horrible, ces petites filles qu'on a violées, ces parents incestueux, etc. » Mais quand ce sont les enfants eux-mêmes qui racontent, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Et moi, ce qui me rend folle de rage, c'est quand, c'est quand on parle de libérer la parole. Parce que la parole des enfants, elle est libérée. Elle est parfaitement libre. Le problème, c'est que personne ne les écoute et les entend. 1% des viols sont condamnés en France. 1%. Vous vous rendez compte ? Mais quand vous dites la France n'aime pas les enfants, la France c'est qui? Les politiques, les législateurs, c'est qui la France? Michel Créoff. Eh bien oui, c'est ce que vous citez, c'est-à-dire les institutions, c'est-à-dire en effet les gouvernements successifs, et d'ailleurs successifs, c'est-à-dire quelle que soit la couleur politique des gouvernements, et bien évidemment le législateur. Nous avons qu'à voir ce qui s'est passé la semaine dernière avec la PPL, la proposition de loi de Madame Billon à l'Assemblée nationale, où on attendait une réforme résolue concernant la répression des viols sur mineurs, et où le législateur, le gouvernement d'ailleurs, parce que c'était des amendements du gouvernement, a mis des dérogations à l'inceste. C'est-à-dire que lorsqu'on est le frère ou l'oncle incestueux, il faudra prouver qu'on exerce une autorité sur la victime pour que l'inceste soit reconnu. C'est-à-dire que notre législateur n'est pas capable d'interdire clairement l'inceste. Et ça, c'est quand même assez particulier au climat français, je dirais cette frilosité à faire passer le droit des enfants, l'intérêt de l'enfant, au-dessus de l'intérêt des adultes. Mais ça, vous en parlez dans votre livre, vous parlez presque de tabou politique, que ce soit à gauche comme à droite, comme si quelque part on était gênés, ils étaient gênés aux entournures d'intervenir entre guillemets dans la sphère familiale, alors au nom de la liberté pour les uns, au nom de la règle du pater familias pour d'autres, c'est ce que vous écrivez? Oui, c'est pour ça que le tabou est aussi fort, c'est-à-dire que sur le plan politique, plusieurs familles idéologiques se rejoignent sur le fait que la famille reste ce lieu de l'intimité, sacro-sainte, reste le lieu de la liberté individuelle, reste le socle de la société, ce qui est d'ailleurs dit dans la Convention internationale des droits de l'homme. Donc une famille intouchable. J'écoutais dernièrement Leïla Slimani qui le disait magnifiquement dans une émission. Donc à partir du moment où on a un lieu sacré, eh bien celui qui paye le prix de cette sacralisation, c'est l'enfant, c'est-à-dire celui qui est dans l'impossibilité de se défendre dans ce lieu sacré. Et oui, hélas, il y a un consensus politique. Françoise Laborde. Oui, je serais même plus brutale encore que Michel. Je dirais qu'en France, on part de l'idée que l'enfant est la propriété des parents. Voilà. C'est un bien patrimonial, comme vous avez une commode, comme vous avez... Voilà. Et à la limite, c'est même un bien qui est moins bien protégé que les animaux. On dit parfois avec ironie et malaise
que si la protection des enfants, les associations de protection des enfants avaient autant de moyens que l'association, que la SPA, il y aurait peut-être moins, la Société protectrice des animaux, il y aurait peut-être moins d'enfants battus. Et c'est vrai qu'au fond, on a deux grandes familles politiques, idéologiques, où à droite, si je puis dire, on considère que c'est le pater familias en effet qui décide. Alors il peut être un peu ferme, c'est son droit. Donc on a des cas où en effet il y a des enfants de médecins, de chefs d'entreprise, de personnalités. Et là, il n'y a pas d'intervention parce que d'abord ces gens ne font pas appel aux services sociaux, et puis quand l'enfant est amené à l'hôpital parce que ça fait la 5e fois qu'il tombe ou qu'il se brûle par mégarde, eh bien on n'ose pas intervenir parce qu'on se dit quand même c'est le docteur machin, c'est le procureur truc, c'est le chef d'entreprise X, donc est-ce qu'on va vraiment le dénoncer? C'est quand même très embarrassant, donc on ne fait rien. Et l'autre cas où on ne fait rien, où on ne fait pas assez, c'est dans les familles qui sont dans une grande misère affective, financière, sociale, et où au fond les travailleurs sociaux ou les ONG, pas les travailleurs sociaux, plutôt certaines ONG disent ah oui mais il faut pas les stigmatiser, les pauvres déjà qui sont pauvres, si en plus on leur enlève leurs enfants c'est terrible, donc bon d'accord le père est un peu il est un peu alcoolique ou je sais pas quoi, ou il est un peu incestueux, bon on va mettre un travailleur social au plus près et puis on essaiera d'arranger ça. Et au fond il y a cette idée que quoi qu'il arrive on essaie de laisser les enfants dans leur famille. Quoi qu'il arrive. C'est l'idée en fait. C'est l'idée en fait de quand on place un enfant, on l'enlève quoi. En gros, on a en fait cette idée qui est un peu ancrée, mais historiquement presque en nous. Une notion de propriété aussi. Mais c'est l'histoire de la petite Mia. C'est l'histoire de la petite Mia, où vous voyez aujourd'hui des groupuscules de gens qui n'ont rien en commun et qui considèrent qu'il est légitime de kidnapper un enfant qui a été placé parce qu'elle a une mère maltraitante. C'est sa grand-mère du coup, parce qu'elle était placée d'abord chez son grand-père, ses grands-parents paternels qui n'ont pas dû être à la hauteur, donc on l'a placée chez la grand-mère. Voilà, et il y a des gens qui considèrent que c'est la fin des haricots. Moi, je voudrais juste raconter une anecdote qu'on a connue avec Michel. On partageait un moment avec des anciens enfants placés et on parlait avec une jeune fille qui avait une 20aine d'années qui racontait son parcours épouvantable, en effet, où elle avait été placée, déplacée, elle était allée en foyer, dans certains foyers où il y a de la violence, parce que parfois le placement s'accompagne aussi de violence, il ne faut pas se voiler la face. Et on lui disait, mais est-ce qu'au fond, vous regrettez pas tout ça? Est-ce que vous en voulez pas à tout ce système? Et elle disait, je suis contente d'avoir été placée parce que sinon je serais morte aujourd'hui. C'est ça la vérité du placement. Mais il y a une question qui se pose aussi sur, alors Michel Créhoff, sur l'avenir aussi de certains de ces enfants placés. Vous connaissez bien cela, où on voit qu'il y a une surreprésentation de futurs adultes non diplômés, de difficultés aussi de vie qui sont très lourdes. Donc ça veut dire que même sur le placement, en tout cas, on n'est pas au point encore là-dessus. On n'est pas au point, mais on n'est pas au point pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est celle dont nous venons de parler, c'est qu'on place trop tardivement. L'âge moyen d'arriver à l'aide sociale à l'enfance est 12 ans. Donc l'enfant arrive avec des troubles installés. Le mal est fait. Il arrive avec des troubles scolaires installés, il arrive avec des troubles psychiques installés, il arrive avec un vécu de violence préalable qu'il va répéter au sein des structures d'accueil. Et en plus, quand il n'arrive pas obligatoirement avec des motifs clairs. C'est-à-dire que un enfant qui va arriver à l'aide sociale à l'enfance parce que il fout le bazar dans sa classe, parce qu'il est violent avec ses petits camarades, ça révèle autre chose en fait. Ça révèle autre chose, et on ne va pas obligatoirement chercher ce que ça révèle. Et notamment, on ne va pas rechercher les violences infantiles, les violences sexuelles infantiles qui pourraient expliquer ce trouble du comportement, ce trouble cognitif, ce trouble de la régulation des humeurs. Donc tout ça fait qu'en effet, ce sont des enfants qui vont avoir un avenir difficile, et avec en plus des lieux d'accueil qui ont du mal à réguler la violence en leur sein. Vous avez des chiffres, je crois que c'est quoi, 40% des SDF ont été des anciens enfants ou adolescents placés. Tout à fait. En Ile-de-France, 40% des SDF de moins de 25 ans sont des anciens enfants placés, et 70% des enfants qui sortent de la protection de l'enfance n'ont pas de diplôme scolaire. Est-ce que vous dites, là, sur la question de l'âge de placement qui est capital, vous le dites justement d'expérience aussi, c'est l'histoire de Brandon et Brenda, deux sœurs qui étaient jumeaux, l'un qui était le garçon qui était placé jeune à 3 ans je crois. 3 ans, tout à fait. Et la sœur qui était placée beaucoup plus tard à 12-13 ans. C'est cela.
Et là, il y a un gouffre déjà, on le voit entre ces deux personnalités, ces deux mondes, quoi. Oui, c'est ce petit garçon. Les deux parents étaient des grands toxicos. Ces deux enfants sont nés très prématurés en syndrome de manque. Le petit garçon pesait 720 grammes à la naissance. Il a été réanimé. La petite fille avait plus profité. Elle pesait 1,3 kg, mais était quand même très largement prématurée. Et les parents, à 3 ans, ont abandonné dans mon bureau ce petit garçon de 3 ans qui, en fait, avait été hospitalisé pratiquement toutes ses premières années. Et par contre, ils ont gardé la petite fille parce que son pronostic, je dirais, de vie était moins grave que celui de son petit frère. Il s'avère que pour Brandon, les choses se sont plutôt bien passées. Il a été placé en urgence dans une famille d'accueil où il y a eu le coup de foudre entre lui et la famille d'accueil. Et cette maman d'accueil, et je dis bien maman d'accueil parce qu'il a quand même été abandonné dans mon bureau, ce qui veut dire c'est ça, il faut le dire. Il faut le préciser, c'est qu'en fait la famille arrive avec Brandon qui a 3 ans et elle veut pas que Brandon aille jouer ailleurs. La maman veut qu'il soit là quand elle dit je veux l'abandonner, quoi. Oui, tout à fait. Et donc on accueille Brandon à l'aide sociale à l'enfance pendant 10 ans. Ça se passe relativement bien, il fait des progrès absolument incroyables et il suit une scolarité normale et je dirais vers ses 12 ans en urgence nous accueillons sa sœur jumelle. Il ne savait pas qu'il avait une sœur jumelle. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Ni l'un ni l'autre. Et sa sœur jumelle nous est placée pour raison de maltraitance. Elle a le corps couvert de brûlures, elle est dénutrie, très largement dénutrie et elle présente des troubles psychiques importants. Donc on voit bien, en effet, ça a été une de mes premières situations, ça je pense fondé et forgé ma vocation. On voit bien que oui, quand on intervient tôt, on peut sauver des enfants. Et quand on se cache les yeux, quand on fait la sourde oreille, quand on ne veut pas voir ce qui se passe, eh bien oui, on arrive à des enfants qu'on est obligé de protéger beaucoup trop tard. Ça s'appelle les indésirables enfants maltraités, les oubliés de la République. On continue d'en parler bien sûr avec Françoise Laborde, Michel Créoff. On parlera des 19 mesures parce que il y a des propositions aussi pour justement renforcer cet accueil et cette protection de l'enfance en danger. On en reparle et puis avec vos appels aussi au 0826 300 300. Et ce soir, seulement sur Canal+. Ok, antidiscrimination avec un S.fr. Il y a un numéro, le 3928. Et on peut chatter en direct. Allez, je me lance. Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local. Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et on continue de parler sur Sud Radio avec vous de ce livre, Les indésirables enfants maltraités, les oubliés de la République aux éditions Michalon avec Françoise Laborde et Michel Créoff qui sont avec nous sur Sud Radio. Avec vous aussi, 0826 300 300. On fera un tour au standard dans quelques instants, bien sûr, pour bien entendre vos témoignages, vos questions aussi. Ouais, on parlait tout à l'heure des foyers d'accueil. Parlons aussi des familles d'accueil. Les critères sont assez compliqués, peut-être un peu obsolètes. Il y a un passage assez intéressant et très touchant, Françoise Laborde, où vous racontez comment vous étiez jeune journaliste, au milieu des années 80, faisiez un reportage dans un foyer d'accueil de femmes battues. Et puis là, vous vous retrouvez face à une petite gamine, Fanny, orpheline de 2 ans. Son père avait tué sa mère et vous avez voulu l'adopter. Racontez-nous cette histoire. J'ai voulu m'occuper de cette petite fille, oui, je me rappelle très bien. Et elle restait là parce que sa mère s'était réfugiée dans un foyer pour femmes battues et puis elle avait pris rendez-vous avec le père l'avait tuée et voilà. Et la gamine s'était retrouvée là et le père, bien que assassin, bien que meurtrier, garde l'autorité parentale, ce qui arrive quand même encore aujourd'hui dans la plupart des cas quand le mari tue l'épouse ou en tout cas la mère de l'enfant. Et donc cette petite fille, je voulais l'adopter si je pouvais, ou au moins l'accompagner, sauf qu'on m'a répondu, mais ma pauvre dame, vous êtes journaliste, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, c'est niette. Et ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le modèle aujourd'hui de la famille d'accueil, c'est la famille des années 60. C'est ça. Il faut que la maman d'accueil ne travaille pas, qu'elle soit mariée, qu'elle ait d'autres enfants, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des conflits justement entre les enfants. Donc c'est un modèle qui n'existe pratiquement plus, et d'ailleurs, il y a de moins en moins de familles d'accueil. Alors qu'est-ce qui se passe pour les tout-petits ? Les tout-petits, on les place en pouponnière, et en pouponnière, pour des raisons évidentes de gestion de personnel, de temps de travail, etc., il y a 9 personnes qui interviennent par semaine
avec un bébé. Donc, comment voulez-vous qu'un bébé ne devienne pas déjà complètement, absolument, complètement déstabilisé? Il n'y a aucune figure d'attachement. Et là encore, on revient à cette espèce d'idéologie française, on ne rompt pas les liens du sang. Donc, c'est ça, même si la mère est complètement absente, même si elle est internée psychiatrique, même si elle est incapable de s'occuper de son enfant, on ne confiera jamais l'enfant à l'adoption simple. Et moi, je trouve que cette idée qu'on laisse ses enfants en attente d'un hypothétique retour sur l'idée que peut-être il y aura un miracle, que la famille subitement ira mieux, ça n'existe pas, les miracles en protection de l'enfance. Donc, ces enfants sont maltraités, tout ça parce qu'on veut croire au roman de la famille idéale. Sauf que parfois, il vaut mieux changer de famille que de rester dans une famille maltraitante, toxique, dysfonctionnelle, incestueuse et parfois meurtrière. Ouais, c'est sûr. Et d'où ce terme de déni que vous dites. Déni vraiment, de justice aussi. Effectivement. Voilà. En tout cas, votre livre fait réagir. Et ce que vous dites aussi sur Sud Radio ce matin, avec notamment Régine qui nous appelle de Souillac. Bonjour Régine. Bonjour. Bonjour à tous. 0826 300 300. Vous vouliez justement réagir à ce qui se dit en plateau ici sur Sud Radio. Je veux réagir parce qu'en fait, je suis révoltée dans la mesure où pour moi, un enfant est sacré. Et j'ai l'impression de parler dans le vide parce que, si vous voulez, il me semble que les dispositions pour ces enfants devraient être automatiques. On ne devrait même pas avoir à les demander. Or, d'autre part, il y a des choses qui me révoltent dans la mesure où, quand on met la main sur les responsables de ces violences, alors ils sont soit envoyés en prison ou pas, soit en hôpital psychiatrique, mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ils ressortent. Ils en sortent et en général, ils replongent. Et quelquefois, si vous voulez, on entend des événements dramatiques et les médias, vous faites votre travail. Et il y a une phrase que je ne supporte pas, c'est quand j'entends dire, par exemple, un tel, voilà ce qui s'est passé, mais bien connu des services de police ou bien connu des services psychiatriques. Ça, je supporte pas. Je supporte pas. Et j'en veux pour preuve, là, vous savez, tout le monde en a entendu parler de ce gars, Christian Quesada, qui a été incarcéré pour pédophilie. Il vient de sortir de prison. Et il n'a pas fait sa peine. Et on entend dire quoi? Qu'il a été libéré pour bonne conduite. Alors ça, moi j'en perds. Je me demande si je sais bien parler français. Parce que, est-ce qu'il a laissé une seule chance à ses victimes? Une seule chance. On ne parle pas d'une deuxième, on parle d'une seule chance. Donc, ça, si vous voulez, je trouve qu'il manque quelque chose, et ça me révolte. Merci Régine. Merci beaucoup en tout cas Régine pour votre témoignage et votre colère, on l'entend et elle est légitime. On va faire réagir justement nos invités et notamment Michel Créov sur... Alors il y a cette question de l'impunité dont elle parlait et qu'elle ne comprend pas. C'est vrai qu'il y a une certaine impunité par rapport à l'inceste, par rapport à ces violences. Oui, il y a une impunité qui est liée à plusieurs facteurs. D'abord, une impunité qui est liée à des lois qui ne sont pas adaptées, comme nous l'avons vu sur la répression de l'inceste dernièrement. Et puis une impunité qui est liée, je dirais, au fait qu'on ne poursuit pas obligatoirement, notamment on ne poursuit pas obligatoirement les parents maltraitants au pénal, c'est-à-dire qu'on va saisir le juge pour enfants, on va organiser la vie de l'enfant, mais il n'y a pas obligatoirement de poursuite au pénal. Et même lorsqu'il y a des poursuites au pénal et des peines qui sont prononcées et exécutées, eh bien, il n'y a pas, et ça je dis, il n'y a pas de lien avec ce qui se passe pour l'enfant. Françoise disait tout à l'heure que les pères gardaient l'autorité parentale. Oui, un père ou une mère qui a été maltraitante contre son enfant, qui a été condamné, peut garder son autorité parentale. Je vais vous donner un exemple qui, moi, me fait toujours frémir. Un père incestueux peut refuser que son enfant incesté suive une psychothérapie. Parce qu'au nom de l'autorité parentale, c'est lui qui donne l'autorisation
des soins. C'est le monde à l'envers, oui. C'est vraiment le monde à l'envers. Clair, donc oui, il y a c'est l'enfant sacré, mais le droit de l'enfant après, quoi. Voilà. Et donc oui, tout ça, ça se voit bien évidemment aussi dans les peines prononcées dans la suite des procès. Et vous en faites, des propositions, 19 mesures dans ce livre pour protéger mieux cette enfance en danger. Mais justement, par rapport à la violence, la procédure pénale, Françoise Laborde, il y a beaucoup de... on ne va pas toutes les détailler, mais vous dites par exemple qu'il faut rendre obligatoire, sous peine de nullité de la procédure, l'enregistrement audiovisuel de l'audition de l'enfant victime. Ça, c'est important. Moi, j'ai découvert que un enfant n'a pas d'avocat non plus. Pas systématiquement. Pas systématiquement. Non. Ah oui. Pour la plupart de ces décisions, il peut être accompagné d'un éducateur, mais il n'a pas forcément un avocat qui recueille son souhait. Mais moi, je crois que parmi toutes ces mesures, sans doute la plus importante, ce serait d'avoir ce qu'on appelle le référentiel. Alors, le mot est un peu technique, mais en gros, c'est un document qui permet d'identifier les suspicions de maltraitance. C'est-à-dire que quand on considère qu'un enfant est tombé très systématiquement, a des coups et blessures très systématiquement, perd du poids, est absent, que les parents déménagent énormément, il y a une suspicion de maltraitance. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'avec la régionalisation, ce sont les départements qui s'occupent aujourd'hui de la protection de l'enfance, et d'un département à l'autre, tout change. Donc si vous avez dans un département un élu qui est très investi, il va y avoir une protection de l'enfance relativement bien faite, où on va accompagner les enfants, y compris après 18 ans, et puis vous avez d'autres départements où tout le monde s'en fout, et donc les enfants sont mis à la rue à 18 ans, on ne va pas dépenser d'argent pour ce dossier, parce qu'en plus politiquement, pardon de dire ça, mais ça n'apporte rien de s'occuper des enfants. Vous vous occupez des vieilles personnes dans les maisons de retraite. Ils ne votent pas, les enfants, ils n'ont pas de Facebook, ils ne votent pas, ils ne sont pas influenceurs. C'est pas spectaculaire, on ne fait pas de belle carrière en s'occupant des enfants, on ne gagne rien en s'occupant des enfants. Donc tout le monde s'en fout, et je pense que cette idée je crois que la mesure qu'il faudrait faire, ce serait de renationaliser la protection de l'enfance, parce que c'est insupportable qu'il y ait une telle différence d'un département à l'autre, et c'est insupportable que si une famille d'accueil, par exemple, déménage, habite Paris et veut emmener un petit enfant à laquelle elle s'est attachée et s'installe dans le Vaucluse, eh bien, elle n'a pas le droit de l'emmener parce que l'enfant est rattaché administrativement à Paris. Donc, on est dans des systèmes parfaitement absurdes. Et encore une fois, moi, je pense qu'il faut favoriser le signalement, le placement préventif et précoce, et surtout l'adoption. On poursuit avec nos auditeurs qui sont là avec nous, qui nous appellent 0826 300 300 pour réagir. On est avec Daniel qui nous appelle du Cantal. Bonjour Daniel, bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va? Vous allez bien? Dites-nous un petit peu, vous vouliez réagir justement à ce qui se dit sur ce livre, on le rappelle, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. On est toujours avec Françoise Laborde et Michel Créoff. Oui, bonjour. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Moi, j'attends avec impatience d'ailleurs, éventuellement de le lire d'ailleurs, parce que pour une fois, j'entends parler de mesures. Oui, mesures concrètes. Et il y en a 19. Je suis intervenu récemment pour dire c'est gentil, vous voyez, de passer les émissions sur FR3. On tape sur tout le monde, mais on ne propose rien. C'est ça. Voilà. Et vous, donc, votre regard sur le sujet? Mon regard sur le sujet, c'est qu'il faut être quand même très circonspect, parce que ces enfants, comme vous dites, quand ils arrivent à 12, 13, 14, 15 ans, j'ai eu l'occasion de dire à un gendarme récemment, vous devriez essayer de passer 3 jours avec ces enfants-là, vous comprendrez que ce ne sont pas des saints non plus. Parce que malheureusement, le système finit par fabriquer des enfants qui sont déscolarisés, qui n'ont strictement aucune confiance en l'adulte. L'adulte leur ment depuis qu'ils savent parler. Alors c'est l'éducateur qui leur ment sans arrêt, parce que l'éducateur va faire ce qu'il va voir, mais finalement il y a beaucoup de projets qui vont être abandonnés, donc l'enfant il est baladé, et à chaque fois il est dans le mensonge et il perd une totale confiance dans l'adulte, et donc dans la scolarité, dans les instituts, dans tout ce que vous voulez. Donc, c'est en fait. Vous avez aussi le fait que vous parlez de lien du sang. Bon, moi je n'ai pas le droit de vous en dire trop parce que je suis quand même tenu au secret, mais quand vous avez des enfants qui gardent l'autorité parentale appartient donc au père, bien sûr, et ces enfants-là ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner chez le papa. Même s'ils savent que s'ils sont placés, c'est parce que le papa a fait des bêtises, mais ils ne rêvent que d'une chose, c'est de y retourner. Et ils ont le téléphone et tout ce que vous voulez, et quand ils téléphonent, le papa leur dit, vous inquiétez pas, vous allez bientôt rentrer à la maison. Et ce sont des enfants qui sont complètement détruits,
Parce qu'ils n'ont pas envie de rester en famille d'accueil ou en foyer ou quoi que ce soit. Ils veulent retourner. Mon épouse se pose souvent la question, comment font les enfants pour adorer des gens qui leur font du mal? Eh ben, on va faire réagir là-dessus. De Stockholm. On va faire réagir. Daniel, merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et bonne journée à vous. On va faire réagir justement nos invités, Françoise Laborde et Michel Crève notamment. Vous hochez de la tête par rapport à ce fantasme du retour des parents aussi. C'est la caractéristique de l'amour des enfants pour leurs parents. L'amour de l'enfant pour ses parents est inconditionnel. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Un enfant, pour grandir, il a besoin de s'attacher à la personne qui l'élève. Sinon, il meurt. Nous sommes la seule espèce, je dirais, où nos enfants naissent prématurés. Donc, s'il veut pouvoir boire, avoir chaud, etc., il faut qu'un adulte, quelqu'un, le soigne. Et donc, ça crée des liens d'attachement. Et un enfant sans lien d'attachement, il développe des troubles du comportement et des troubles surtout, et on le sait depuis les neurosciences et l'imagerie médicale du cerveau, son cerveau ne se développe pas. Oui. Donc un enfant qui souffre d'attachement, de liens d'attachement, il va avoir, je dirais, toute la partie du cerveau qui est frontale, qui ne se développe pas, et c'est la partie qui régule les émotions, qui régule la socialisation, etc. Donc oui, ce sont des enfants qui ont des troubles importants. Et en plus, ils vivent dans un système d'emprise. Un enfant qui est maltraité, c'est un enfant terrorisé. Il y a une pédiatre américaine qui, quand elle présente les maltraitances à enfants, qui explique, voyez, vous promenez en forêt, un grizzly arrive. Votre corps se met en hypervigilance. Vous avez des poussées de cortisol qui viennent noyer votre cerveau, etc., etc. Eh bien, imaginez un enfant maltraité, le grizzly rentre à la maison tous les soirs. Ouais, c'est dingue. Donc, bien évidemment, ce sont des enfants qui sont cassés, ce sont des enfants qui vont très mal. Donc, quand on les accueille à l'âge de 12 ans, le mal est fait. C'est ça. Alors que, comme le disait Françoise, des placements précoces, des accompagnements psychologiques des soins plus jeunes, des soins précoces pour permettre à l'enfant de s'attacher, autoriser la famille d'accueil à s'attacher à l'enfant, de façon à ce que l'amour soit, je dirais, réciproque. Mais c'est pas facile, ça, d'obliger une famille d'accueil. C'est surtout qu'on les empêche, parce qu'aujourd'hui, on dit aux familles d'accueil, surtout vous attachez pas. Ah, c'est ça, il faut laisser la place à la maman, à la vraie maman, il faut laisser la place au vrai papa. Donc voilà, vous êtes là pour l'élever, etc. Mais ne vous attachez pas trop. En plus, il risque de partir, ça va vous faire souffrir, etc. Donc on demande à des familles d'accueil d'élever un enfant sans trop s'attacher, et l'enfant, lui, il reçoit 5 sur 5 le message. Bien sûr. Il reçoit le message, je ne suis là qu'en transit. C'est pour ça qu'on a parlé des indésirables. Les anciens enfants maltraités avec qui on a parlé, nous ont parlé d'absence de place. Je ne sais pas où est ma place. Je suis un petit paquet. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il garde dans son souvenir le lien d'attachement premier qu'il a créé avec le parent maltraitant. Et parce que, mais ça, Françoise le dit aussi très bien, on n'ose pas lui proposer un autre lien d'attachement, notamment via l'adoption. Les enfants de papier, vous dites un petit peu aussi, ça rejoint un peu cette idée, les enfants dont vous vous occupiez. Juste pour rebondir sur ce que vous dites aussi, parce que c'est intéressant de voir sur les drames, sur des enfants qui sont battus et qui meurent sous les coups de l'un de leurs parents. On se rend compte que la plupart sont suivis, qu'ils ont un médecin de famille, qui voient potentiellement un psychologue, qui sont suivis par des services, et au final, ça n'empêche pas ces drames-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du mal encore à se rendre compte de ce que c'est à avoir en fait ce référentiel, comme disait Françoise Laborde, de savoir de distinguer ce qu'est un enfant battu d'un enfant qui ne l'est pas. Oui, 49%. On a un rapport IGAS très intéressant sur la question. 49% des enfants qui ont été tués étaient suivis par les services sociaux. C'est énorme. Chez Françoise Laborde. Oui, je voulais rebondir sur la question de votre auditeur concernant la loyauté. C'est vrai que les enfants ont une loyauté, j'allais dire, terrible vis-à-vis de leurs parents. Ils ne dénoncent jamais. Tous les cas d'infanticide qu'on décrit dans le livre, y compris celle de la petite Marina, pour laquelle la France a été condamnée quand même à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a vécu 8 ans de torture, qui a été hospitalisée un nombre incalculable de fois. Elle n'a jamais véritablement dénoncé ses parents. On l'a retrouvée morte dans une cave, sous-nourrie,
baignant dans ses excréments, enfin dans des conditions épouvantables. Donc ça a été 8 ans d'enfer pour cette petite fille. Et les parents étaient suivis par les services sociaux. Et elle a été hospitalisée. Et elle est allée à l'hôpital. Et elle était tellement enflée que les médecins cherchaient une maladie génétique inconnue. Mais elle était enflée parce qu'elle s'était pris des coups dans la figure pendant des mois et des mois et des mois. Et personne ne veut voir ça. Et il y a un élu qui a dit un jour à Michel, et je crois que c'est une phrase qui résume tout, qui dit « Je ne peux pas parler de toutes ces horreurs à mes électeurs. » Parce qu'on est tellement saisi d'effroi. Quand on lit les conditions dans lesquelles ces enfants sont tués, le père qui met son petit garçon de 5 ans dans le lave-linge et qui le tue en mettant sur le programme séchage. Enfin, je veux dire, c'est des choses... On ne peut même pas imaginer le niveau de violence que les adultes fabriquent sur les enfants. Et les enfants, même quand ils disent qu'ils veulent revenir chez leurs parents, ils le disent parce qu'ils ont besoin de s'attacher, comme disait Michel. Mais si on donnait à ces enfants petits une autre figure d'attachement, une autre personne avec laquelle ils puissent en effet se sentir en sécurité, ils ne diraient pas je vais retourner chez papa et maman. Ils resteraient là où ils sont protégés, où ils sont en sécurité. Et ça fait partie des mesures que vous proposez. Ce qui semble incroyable, c'est que ça fait quand même plus d'1 an qu'on a, depuis le début de la crise sanitaire, où on a parlé des différents confinements qui ont révélé des hausses d'hospitalisation graves d'enfants, 50%, je ne sais pas quel était le chiffre ou autre. 1 an, voilà, on parle de la santé mentale des Français, des plus jeunes, et on se dit, mais au bout d'1 an, on ne tire toujours pas plus de leçons que ça. Enfin, ça semble incroyable. Et vous en parlez comme des oubliés aussi du confinement, de la République, ces enfants-là qu'on ne veut pas voir. Alors, je suis plus optimiste. Oui, parce que... bon. Allez-y. Vas-y, Françoise. Françoise Laborde. Non, mais parce que moi, je trouve que tout le monde s'en fout. Franchement, voilà quoi. Moi, je suis en colère parce que Adrien Taquet dit oui, je vais me saisir de trucs. Il fait des commissions. Alors, pour pas avoir d'emmerdement, il va chercher toutes les ONG à qui il file des places dans les commissions. Comme ça, tout le monde est content et tout le monde se tait. On a un garde des Sceaux qui dit la main sur le cœur, jamais avant 18 ans l'inceste, jamais avant 15 ans. Et puis en 12D, il fait passer des amendements qui amoindrissent le truc. Donc, le président de la République dit lui-même il y a 1 an, à l'occasion des 30 ans des droits de l'enfant, je connais tout le nom des enfants tués en France par leurs parents. Mais enfin, de qui se moque-t-on? Tout le monde s'en fout. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on est en colère. Parce qu'à un moment donné, il faut que les masques tombent. Il faut que ces gens disent oui, on n'est pas capable de le faire. Laurence Rossignol a fait voter une loi en 2016. Elle n'est toujours pas appliquée. Elle n'est toujours pas appliquée. Donc ils arrêtent de nous dire oui, je suis super concerné par la question. C'est pas vrai. C'est des menteurs. Et juste pour préciser, Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles pour nos auditeurs, justement, pour le remettre aussi. Mot de la fin pour vous, Michel Créoff, très rapidement. Alors très rapidement, je vais rebondir sur ce qu'a dit Françoise Laborde. Il y a une loi qui est la loi 2016 de Laurence Rossignol. Tout est dedans. Donc je suis un peu optimiste parce qu'on sait faire, on a maintenant les bons outils. On a un référentiel national d'évaluation des situations de danger, que la Haute Autorité de Santé vient de sortir. On a une loi qui est absolument remarquable. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Merci à vous deux, en tout cas. Livre passionnant, Les Indésirables, enfants maltraités, les oubliés de la République. C'est aux éditions Michelon. Merci Françoise Laborde, en Zoom à distance. Et merci à vous, Michel Créoff. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Allez à suivre dans la suite de Sud Radio. Eh bien,